du coup, on se présente aussi au premier slide. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Le Live de Mon Courtier Énergie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Baptiste et de François Guérin. Je vous laisse vous présenter, messieurs. François, pour commencer, l'invité externe. François Guérin, je suis dirigeant et cofondateur de la société CUSUN, producteur d'électricité photovoltaïque, qui construit et développe des projets un petit peu partout en France. Bonjour à tous, moi je suis Baptiste Jutet, je suis responsable transition énergétique chez Mon Courtier Énergie et je suis entre autres responsable de la partie bureau d'études et développement de tous les produits transition énergétique pour le réseau de Mon Courtier Énergie. Et donc moi je suis Charlie Évrard, je suis le président de Mon Courtier Énergie et donc aujourd'hui notre sujet c'est la transition énergétique et notamment le rôle clé du photovoltaïque dans cette transition. Pour rappel, vous pouvez poser des questions dans le petit onglet questions en bas à droite. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure du temps. Et donc, pour commencer, hein, comme à chaque fois, un petit point sur Mon Courtier Énergie assez rapide. Donc, pour rappel, Mon Courtier Énergie, c'est une société qui a été créée en 2017, introduite en bourse en 2023. Aujourd'hui, on a une activité d'accompagnement des clients professionnels, entreprises, associations, sur les sujets énergétiques, sur la partie achat, mais également sur la transition énergétique. Nous sommes présents en France dans plus de 30 agences, hein, donc on a vraiment un schéma avec un siège qui est à Bordeaux et une trentaine d'agences sur le territoire. On emploie indirectement et directement un peu plus de 170 personnes. Et surtout, peut-être le plus important, on accompagne aujourd'hui plus de 34 000 clients entreprises sur les sujets énergétiques, encore une fois, que ce soit sur la partie achat, mais également sur l'optimisation de leur consommation, la capacité de production photovoltaïque notamment, et donc c'est le sujet du jour. Et puis Mon Courtier Énergie, c'est aussi une entreprise qui est engagée, notamment auprès de la French Tech, auprès du syndicat des courtiers en énergie. On est reconnu par Great Place to Work et on est également Calliope, c'est-à-dire organisme de formation. On passe le sujet Mon Courtier Énergie et du coup on va laisser la main à François qui va présenter sa structure. Donc, CUSUN est une entreprise fondée également en 2017 qui est spécialisée dans la production d'électricité renouvelable et notamment solaire photovoltaïque et des services de proximité où on profite de l'installation de nos centrales photovoltaïques un peu partout sur les territoires pour proposer ou aménager des services de proximité tels que des bornes de recharge pour véhicules électriques, de l'autoconsommation collective, voire de l'aménagement d'espaces sportifs sous nos projets photovoltaïques. En quelques chiffres aujourd'hui, CUSUN, c'est plus de 800 centrales photovoltaïques financées, construites, développées et en exploitation aujourd'hui depuis 2017. Près de 2000 centrales en développement et un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2023 qui devrait être autour de 70-80 millions d'euros en 2024. Et donc, on a une agence dans chacune des grandes régions de France. Le siège est basé à Rennes. Nous avons 80 collaboratrices et collaborateurs et une agence, donc le siège à Rennes et une agence de développement et travaux dans chacune des grandes régions de France. Donc des Hauts-de-France à l'Occitanie, au PACA, en passant par le centre, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, l'Île-de-France, la Bretagne et la Normandie. On couvre l'ensemble du scope et de la Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. On couvre l'ensemble du scope avec une capacité de construire, développer et financer des projets sur à peu près une dizaine de projets par semaine que nous livrons. On verra un petit peu en détail après le scope. Et donc le lien entre Mon Courtier Énergie et CUSUN, c'est assez classique dans notre métier, c'est que nous on est là pour accompagner nos clients, pour leur faire prendre les bonnes décisions, et puis ensuite les mettre en relation avec des bons partenaires. Hein, c'est ce qu'on fait historiquement avec les fournisseurs d'énergie et qu'on continue à faire bien sûr. Et donc dans les projets photovoltaïques, c'est également ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a créé un partenariat avec CUSUN. Baptiste ? Donc du coup sur le photovoltaïque, et ça c'est un des enjeux quand même de chez Mon Courtier Énergie par le bureau d'études qu'on a mis en place à la disposition des clients, c'est vraiment de venir accompagner toutes les problématiques, alors en l'occurrence ici de production d'énergie et de photovoltaïque, mais de venir accompagner nos clients sur des nouveaux achats, sur des nouveaux produits, sur des nouveaux services et auprès de partenaires comme Charlie l'évoquait à l'instant. Évidemment, le marché du photovoltaïque a évolué ces 30 dernières années
Et il y a des objectifs très ambitieux qui ont été annoncés par le gouvernement ces dernières années. La puissance installée depuis que le photovoltaïque existe est près, et c'est ce qui est marqué sur le slide, près de 20 gigawatts crête. L'ambition pour 2028, et ça c'est le scénario de la Creux qui a été publié, c'est de doubler cette puissance installée depuis 30 ans dans les prochaines années. Et après, on a le PPE, le plan pluriannuel qui a été mis en place et qui a été annoncé également il y a quelques mois, pour 2035, de venir atteindre une puissance installée de 100 gigawatts. Évidemment, à partir du moment qu'il y a des ambitions nationales, des ambitions européennes qui sont poussées, eh bien, il y a des législations, il y a des subventions, des incitations qui vont être proposées, et puis il y a des structurations qui vont se mettre en place sur les territoires et plus globalement dans les entreprises. Dans les entreprises et plus globalement sur les territoires. On se retrouve avec des euros au mégawattheure qui sont très compétitifs. On se retrouve avec une technologie qui est mature et de plus en plus d'acceptabilité de fonctionner avec le photovoltaïque comme une nouvelle énergie, comme une nouvelle source d'énergie. On se retrouve évidemment avec une ressource qui est proposée par le soleil, qui est par essence illimitée. Et donc, du coup, on va se retrouver avec un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de production d'énergie et une stabilisation de son prix de l'énergie sur le long terme. Il faut savoir que d'un point de vue environnemental, pour 1 kW crête d'installer et pour 1 kWh produit par du photovoltaïque, ça se remplace systématiquement dans le mix énergétique français sur 1 kWh de fuel ou de charbon. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on considère qu'aujourd'hui, le photovoltaïque doit être moins carboné que dans le mix énergétique français. Alors, je sais que François, tu avais peut-être des choses à ajouter sur ce slide-là. L'idée, c'est de faire un peu une discussion et d'échanger un peu sur les différentes connaissances et de faire monter un peu les auditeurs ici sur cette partie connaissance. Oui, mais c'est ce que tu as expliqué, hein, Baptiste. Aujourd'hui, on a coutume de dire que tout mégawatt renouvelable en service chasse du mégawatt fossile. C'est le principe de ce qu'on appelle l'ordre de préséance économique, c'est-à-dire qu'on appelle dans le marché de l'électricité au niveau européen, on appelle le dernier moyen de production d'électricité, c'est lui qui va déterminer le prix de l'électricité sur le marché. Et donc, à partir du moment où on appelle dans le marché de gros, on appelle en dernier recours tout ce qui va être thermique et donc qui est carboné et donc qui demain va avoir un surenchérissement du prix. Tout ce qui va être décarboné au niveau européen va avoir un intérêt à être développé et on le voit très bien par la courbe que vous avez à droite où le solaire a démarré et l'éolien ont démarré avec quelques années d'écart. Hein. On va dire que l'éolien a démarré vraiment en Europe à partir des années 2000. Le solaire a démarré entre 2005 et 2010. Et on voit bien que les courbes aujourd'hui sont à l'énorme augmentation de ces puissances. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le corollaire en face du carboné, charbon et gaz naturel notamment, qui lui, pour le coup, ont commencé un déclin à peu près sur ces mêmes moments de par les évolutions du carbone. Et donc, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans un mix électrique européen qui est interconnecté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que la France n'est pas îlotée. Depuis toujours, le parc électronucléaire français renvoie de l'électricité la nuit et le modèle économique du nucléaire est d'ailleurs basé là-dessus, avec des interconnexions et des échanges physiques d'électricité. Et le renouvelable fait partie de cet échange-là. Et donc, de façon très illustrée, on peut dire qu'à des moments, l'éolien offshore développé en Écosse peut venir soutenir à un moment donné le mix électrique et une surconsommation qu'il y aurait sur une thermosensibilité du parc en France, par exemple, sur une période hivernale forte. De même, à un moment donné, le solaire andalou viendra demain peut-être combler ou apporter sa pierre à l'édifice. On est vraiment dans un mix électrique européen et l'expression, la citation que vous avez sur ce slide qui dit que tout mégawatt renouvelable en service chasse du mégawatt fossile, c'est une vérité opérationnelle, opérante et qui s'illustre parfaitement sur le slide. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour massifier? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les acteurs, entreprises ou collectivités, à venir intégrer du photovoltaïque le plus possible sur leur patrimoine existant? Et c'est ce qu'on va peut-être voir avec les slides d'après. Je vais rajouter un dernier mot. C'est vrai que nous, chez Mon Courtier Énergie, on est aussi présent dans d'autres pays, et notamment en Espagne. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mix énergétique peut être vraiment différent pays par pays. Quand on voit qu'en Europe, on est autour de 10% sur le solaire, c'est pas le cas aujourd'hui en France, François, si je me trompe pas. Et donc, les objectifs de développement, le x5
même plus que ça, en 10 ans, c'est assez ambitieux, mais c'est aussi pour rattraper un retard finalement par rapport à d'autres pays qui notamment n'avaient pas le nucléaire, en tout cas de façon aussi importante que nous, et qui ont dû développer, peut-être en avance de phase, d'autres sources de production. C'est comme ça qu'on arrive à peu près 10% en Europe. Et donc, si on refocalise sur la France… On a des réglementations, Baptiste, tu veux peut-être en parler? Oui, en effet, c'est porté et l'ensemble de cette stratégie est piloté évidemment par des réglementations qui sont mises en place. C'est des réglementations qu'on connaît bien chez Mon Courtier Énergie parce que si on parle notamment du décret tertiaire, c'est un produit qui a été fortement poussé en 2020, fin 2021 et 2022 en interne, et on a accompagné nos clients sur les déclaratifs des décrets tertiaires. Mais on se rend compte que évidemment la réglementation comme finalement les besoins de chacun se rejoignent, et donc du coup on va porter finalement tous ces efforts grâce à différentes lois. Alors, le décret tertiaire, c'est évidemment réduire sa consommation finale pour 2030, 2040 et 2050. Si on rappelle l'objectif, c'est de 40% en 2030. Et évidemment, le solaire, la solarisation, le photovoltaïque et toute autre forme finalement de production viendront appuyer les efforts qui seront faits d'investissement ici. Il y a évidemment des lois d'urbanisme et locales qui ont été mises en place. C'est notamment poussé par la loi climat et résilience, donc notamment sur les constructions neuves, avec cette obligation d'équiper de 30% et de solariser de 30% l'emprise au sol sur les permis de construire. Et puis, la loi d'accélération des ENR. Alors là, on parle de parking de plus de 10 000 m², mais il faut savoir que plus de 10 000 m², c'est pour 2026. Pour 2028, les parkings inférieurs à 10 000 m² seront ciblés également, avec l'obligation d'équiper ou de désimperméabiliser ces parkings avec du solaire ou avec d'autres solutions. Donc c'est quelque chose qui est porté, qui est poussé. Il y a cette dernière rubrique qui est la loi LOM qui est rajoutée ici, c'est que dans cet univers et dans cette complexité réglementaire, il y a d'autres solutions qu'il faut regarder, il y a d'autres également réglementations qu'il faut regarder, et en l'occurrence ici, la solarisation, le photovoltaïque et la production d'énergie doit être couplé dans la réglementation par de l'électromobilité sur l'installation de bornes pour accompagner finalement l'électrification du parc de voitures électriques ou hybrides. Ça, c'est un sujet qu'on va voir après, notamment dans les solutions qui peuvent être proposées, mais en effet, il y a parfois une connexion assez importante entre la production d'électricité, notamment solaire, et l'installation de bornes électriques, avec des synergies qui peuvent être pertinentes, notamment en termes de coût d'installation, si je ne me trompe pas. Mais c'est encore une fois quelque chose qu'on va évoquer dans certains cases par la suite. Donc, j'avance ? Donc évidemment, juste un dernier mot, évidemment, il y a une forte réglementation, il y a des fortes incitations également. L'État a mis en place, les collectivités mettent en place certaines choses, on le verra et on appuiera. Un projet photovoltaïque est également un projet aujourd'hui, on le verra également, qui est relativement rentable dans sa conception financière et dans son application. Et évidemment, du coup, la loi, la réglementation, les incitations, la contrainte économique, et puis les ambitions environnementales de chacun se rejoignent aujourd'hui. Et on peut dire qu'en 2024, on est vraiment dans une accélération forte parce que l'ensemble de ces éléments se rejoignent et sont prépondérants. En parallèle, vous avez deux types de réglementation, surtout d'engagement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir un peu les dynamiques des entreprises, notamment. Donc, vous avez le premier engagement, c'est la responsabilité sociale et environnementale, donc des entreprises et des collectivités, les démarches RSE. Donc, aujourd'hui, un projet photovoltaïque rentre clairement dans cette approche-là, et c'est un projet d'installation de bornes de recharge également. Donc, cette tendance fait partie d'actions concrètes, tout de suite opérationnelles, que vous pouvez cocher dans vos engagements ou dans vos dynamiques, soit par vos ateliers collaboratifs que vous faites en interne dans vos structures, soit par flécher un plan d'action en concret, et donc le photovoltaïque en fait partie. Et puis de l'autre côté, vous avez un sujet qui est quand même très important côté financement, c'est ce qu'on appelle l'ISR, donc l'investissement socialement responsable. Et là, que ce soit les banques ou que ce soit les fonds d'investissement, de plus en plus, l'argent est fléché vers des fonds, vers des projets qui sont dans une logique responsable, dans une logique environnementale, dans une logique éthique. Et donc, on le voit, nous, côté financement, aujourd'hui, on bénéficie de fonds
européens. Les banques prêteurs bénéficient d'engagements et de soutien qui ne sont pas tout à fait les mêmes quand vous portez et quand vous financez un projet d'énergie renouvelable que quand vous financez un projet charbon. Voilà, ça paraît aujourd'hui un peu plus clair, mais ce n'était pas encore le cas il y a quelques temps. Donc voilà, donc côté banquier, côté fonds d'investissement, on a cette logique ISR qui fait que de toute façon, un projet d'énergie renouvelable sera bien vu d'un point de vue financement. Donc c'est du financement, il y a de l'investissement à faire, mais aujourd'hui, il est fléché et il est très accompagné d'un point de vue structuration financière. Mais nous aussi, on l'a vu, François, dans le cadre de l'introduction en bourse, que le sujet ISR était vraiment un sujet important pour les investisseurs et un must-have, alors que je pense qu'il y a une dizaine d'années, pour avoir un passif dans la finance, c'était pas forcément systématique. Et là, ça l'est devenu. Donc ça, c'est vrai que c'est des sujets qui sont importants, que ce soit en termes de, on va dire, en interne ou la communication des entreprises, mais aussi sur le financement des développements. Tout à fait. Alors, les enjeux? Alors, les enjeux sur le marché du photovoltaïque, moi, j'aime bien expliquer qu'il y a le marché du photovoltaïque un peu deux catégories, deux segments de marché. On va appeler le premier segment de marché qui est le segment du solaire distribué. Donc, c'est tout simplement de 3 kg, c'est-à-dire le panneau solaire qui est installé chez le particulier, jusqu'à, on va dire, 5 mégawatts, 3 à 5 mégawatts. Donc là, ça va être la centrale en grande toiture, en grand parking, sur de la centrale au sol, sur du délaissé ou du dégradé. Donc, en typologie toiture ombrière, sol délaissé, de 3 kg pour, on va dire, une petite 4 à 5 panneaux installés sur le toit d'un particulier, jusqu'à quelques milliers de panneaux installés sur des toitures. Donc là, c'est du distribué. On va discuter avec des particuliers, des collectivités, du commerce, du tertiaire, de l'industrie, qui vont être les acteurs un peu de ce solaire distribué en termes d'hébergement. Et puis après, on a le solaire de taille utilité. Et donc là, on est plus dans une logique de très grands propriétaires, de grands fonciers. On va avoir comme support les sols dégradés. On va retrouver les supports comme le solaire flottant, donc sur les anciennes carrières, les anciens les bases nautiques ou autres, où on va retrouver des bouts de photovoltaïque intégrés sur du flottant. Et puis, on va également avoir tout le volet agrivoltaïsme. Donc, c'est un sujet assez chaud du moment parce que du coup assez clivant. Donc c'est est-ce que le photovoltaïque peut venir aider l'agriculteur dans sa gestion de sa culture? Est-ce qu'il peut venir aider l'agriculteur dans son élevage pour l'élevage de plein air, etc. Donc il y a des débats, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais il y a aussi énormément de surface. On parle de plusieurs centaines d'hectares. Donc, c'est des projets qui sont sur des projets unitaires de plus de 5 millions d'euros, plus de 5 mégawatts de projets à développer, jusqu'à 300 mégas pour certains. Donc, nous, Siouson, en tout cas, va plutôt être amené à travailler sur le solaire distribué et à travailler et à proposer des solutions solaires distribuées. C'est ce qu'on aime à dire en interne, que c'est l'artificialisé. On travaille beaucoup sur les espaces déjà artificialisés. Il y a déjà tellement à faire sur ces surfaces que déjà s'y concentrer, s'y concentrer, c'est déjà en soi un bon travail à faire. Voilà, le solaire utilité pour nous est plutôt quelque chose d'acteurs de grands groupes, des grands majors du secteur qui vont travailler sur des projets éoliens offshore, des choses comme ça, et où du coup on va plutôt retrouver leur business model à eux. Et donc le solaire distribué, on va le voir sur les projets d'après, sur les slides d'après, a une capacité à se développer selon plusieurs formules. Selon plusieurs types de financement, selon plusieurs types de valorisation d'actifs. Mais en tout cas, le grand segment de marché qui aujourd'hui se développe dans le solaire, il est très fortement travaillé, notamment en France, sur le distribué, parce que c'est là où ça regorge. On a un territoire français qui est riche, qui est diversifié et qui regorge de capacités non exploitées aujourd'hui, et donc sur lesquelles il y a matière à mettre à mobiliser du gisement solaire tout de suite. On l'a vu tout à l'heure par les différentes réglementations mises en place. Ce solaire distribué, il est mobilisable en fait. Il est mobilisable tout de suite à partir du moment où il est pris par le bon angle. Et c'est là aussi où on se rejoint avec Siouson, excuse-moi Baptiste, mais je te laisserai la parole après, mais c'est là aussi où nous on retrouve les clients historiques qu'on a accompagnés sur la partie achat et qui aujourd'hui se posent des questions sur la valorisation de leurs équipements, de leur installation, etc. Et donc c'est aussi les sujets sur lesquels nous on travaille au quotidien chez Mon Courtier Énergie pour justement aider collectivités, commerce, tertiaire, industrie. C'est vraiment les gens qu'on accompagne au quotidien. Et donc c'est aussi sur ce segment de marché, on va dire, qu'on se positionne, et ça va être l'objet d'ailleurs des exemples par la suite. Baptiste, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, j'ai rajouté que c'était aussi le rôle aujourd'hui du bureau d'études chez mon courtier énergie, c'était de savoir flécher vers les bons partenaires également les différents besoins et les différentes solutions. Aujourd'hui, voilà, on a un discours expert sur le photovoltaïque et essayer de comprendre différents enjeux, mais on est d'accord que en fonction, si on parle d'une centrale au sol, d'une ombrière, d'une toiture, on va avoir des spécialistes et des spécialités différentes. Si on parle de solaire distribué ou utilisé, on va pas du tout être avec les mêmes partenaires et les mêmes prestataires. Du coup, aujourd'hui, avec le bureau d'études qu'on a développé, c'est aussi cet avantage-là, c'est de s'orienter vers les bonnes personnes. Que faire du médiateur produit? Quelle question? Donc, des questions à vous poser sur vos différents projets, et c'est là où on essaye de vous accompagner. Enfin, on vous accompagne pour pouvoir faire étudier ça. Plusieurs modèles peuvent voir le jour et peuvent coexister ou cohabiter. Vous avez du coup des éléments à prendre en compte. Premier élément technique, c'est quelle puissance on peut installer et développer sur vos actifs. Toiture, ombrière, sol. On étudie avec vous le potentiel photovoltaïque. En face, on va regarder la réglementation en vigueur. On va étudier avec vous un peu quelles sont les obligations que vous serez amenés à avoir dans le temps et quelles sont celles que vous voulez peut-être déjà ou vous avez déjà un peu enclenchées, que ce soit par des démarches RSE, ISR, mais également par rapport à des projets d'extension de bâtiments, de création, de rénovation, de toiture et autres, ou d'extension de parking, par exemple. On va regarder derrière le volet financement. Qu'est-ce que vous voulez et quelle est votre stratégie d'achat en énergie, par exemple? Est-ce que vous êtes plutôt un acteur qui n'a pas une grosse consommation et donc vous avez plutôt velléité à faire de l'export et est-ce que vous êtes un acteur qui regarde beaucoup la consolidation sur l'investissement et donc vous ne voulez pas forcément financer vous-même? Quelle est la nature aussi et votre risque de solvabilité? C'est-à-dire que si vous vous engagez à racheter l'électricité produite sur le parking, comment est-ce que ça se comporte côté financement? Donc voilà, donc on va essayer à travers ce canevas de commencer à poser un projet photovoltaïque sur site. Donc le technique, le financement, les réglementations, et ça va nous permettre de commencer à dessiner, on va dire, un montage de projet. Montage de projet qu'on essaie d'expliquer sur le slide d'après. Hop, si on peut le passer, voilà. Et où de ça, on va se dire, cette électricité, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, à partir du moment où on a délimité de la production d'électricité photovoltaïque sur site, qu'est-ce qu'on fait de cet élect? Donc, il y a, on va dire, 7 cas de figure. Vous avez le premier qui est celui qui est le plus normal à partir du moment où vous avez de la consommation sur place et de pouvoir autoconsommer l'électricité produite. Donc, ça veut dire que la centrale photovoltaïque est fléchée et raccordée directement sur le compteur, le PDL, on appelle ça le point de livraison du site concerné par l'implantation de la centrale photovoltaïque. Le deuxième élément, c'est de faire de l'autoconsommation, mais également de revendre le surplus d'électricité produite sur le réseau. Et donc, aujourd'hui, on a une possibilité de faire un mix des deux et donc de pouvoir autoconsommer une partie et puis de revendre la totalité de l'électricité produite. On a un troisième élément qui est la vente totale, ce qu'on appelle également l'injection. C'est finalement de dire cette électricité produite, je n'ai pas besoin pour mes propres besoins de consommation ou je ne souhaite pas l'autoconsommer parce que, par exemple, j'achète mon électricité très bas et je ne suis pas forcément intéressé pour l'autoconsommer. Et donc là, à ce moment-là, l'électricité est totalement revendue dans le réseau et totalement réinjectée. Le quatrième élément, ce serait de dire je injecte l'électricité dans le réseau, donc un peu comme la vente totale, mais au lieu de signer avec un acheteur obligé, qui est l'État français, je vais prendre un agrégateur, on appelle ça. C'est un opérateur qui est là pour faire le lien entre nous et une vente d'électricité sur le marché de gros, et donc qui fera le lien entre cette électricité produite sur site et la vente sur le marché de gros. On a un cinquième élément, c'est un élément qui pourrait dire, voilà, moi j'ai des besoins électriques, mais qui ne sont pas forcément au moment où il y a production solaire. Et donc, à ce moment-là, j'aimerais pouvoir me rendre un peu plus autonome vis-à-vis du réseau, travailler, par exemple, de la recharge de véhicules électriques. Je suis une messagerie, je suis un acteur qui souhaite recharger peut-être un peu plus la nuit et donc là, faire bénéficier de la production photovoltaïque que j'ai eue la journée, la mettre dans des batteries, batteries stationnaires ou batteries sur roue, parce que on verra ça aussi, c'est des éléments qui sont en train d'arriver. Et donc, en fait, de faire en sorte que l'électricité vienne dans un stockage et ce stockage puisse venir gérer de l'électricité à un autre moment, ou du moins fournir de l'électricité ou distribuer de l'électricité à un autre moment. On a un sixième élément de cette valorisation d'électricité, qui est ce qu'on appelle les contrats de gré à gré en PPA.
Donc, toujours par le biais d'un agrégateur, on injecte l'électricité produite dans le réseau. Et là, on peut vendre l'électricité à des acheteurs qui sont là pour, eux, acheter de l'électricité en gros. Donc, c'est plutôt aujourd'hui un sujet, on va dire, de gros acteurs, d'acteurs qui ont des capacités financières et des volumes d'achat d'énergie assez importantes. On peut citer la SNCF, on peut citer Aéroports de Paris, Veolia, Anco, donc des grands groupes qui vont plutôt avoir une capacité à se dire, voilà, nous, on achète tant de térawattheures à l'année en fourniture d'électricité. Quand on achète de l'électricité, on négocie avec nos fournisseurs d'électricité dans le cadre d'appels d'offres. Souvent, ils font appel à des courtiers comme mon courtier énergie qui les conseillent et qui les encadrent dans ces logiques-là. Et ben demain, ils peuvent aussi dire, nous, on a souscrit avec un producteur d'électricité, de l'électricité produite, et on s'engage à racheter cette électricité pendant 15 ou 20 ans. Donc, on voudrait, par l'intermédiaire d'un PPA, que cette électricité apparaisse dans notre facture d'électricité et soit pris en compte dans la fourniture d'électricité. Puis, dernier élément, c'est un petit élément qui est quand même changeant au niveau de la réglementation. C'est quelque chose qui est apparu depuis 5 ans, qui s'est transformé dans les lois au niveau français depuis 2 ans. C'est ce qu'on va appeler les communautés urbaines d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective à l'échelle du quartier. Et là, le principe est de dire, quand je produis une électricité, je peux partager l'électron dans un rayon de 2 km autour du site concerné. Et donc, on va pouvoir du coup rapprocher le producteur et les consommateurs et se revendre de l'électricité entre voisins. Donc, on le verra dans les cas de figure qu'on peut avoir sur certains sites et sur lesquels vous serez peut-être amené à travailler vos projets. On pourra avoir, si par exemple vous êtes acteur avec une faible consommation, mais vous avez un très grand toit ou un très grand parking, et l'électricité que vous produisez peut servir à vos voisins dans votre zone d'activité, dans votre zone industrielle. Et donc, en fait, faire qu'un voisin qui a un toit plein sud bien orienté avec une grosse surface peut venir peut-être aider l'autre voisin à côté, ou les riverains, ou les artisans, ou autres qui sont dans un autre secteur, mais dans le rayon de 2 km, pour consommer cette électricité. Donc là, on est vraiment dans une appropriation du projet par le territoire. Nous, c'est ce qu'on développe beaucoup aujourd'hui en France, et c'est une tendance de fond d'essayer de se réapproprier la production d'électricité. Donc voilà un petit peu les différentes solutions. Vous inquiétez pas, elles sont pléthores, mais c'est plutôt à Siouson et à mon courtier énergie de vous orienter sur les bons rails, de vous mettre sur les bons rails, parce que quand on veut commencer à étudier un projet photovoltaïque, effectivement, quand on voit ça, on se dit, mais waouh, comment je vais y voir clair sur ce sujet-là. Et c'est tout l'objet de notre présence aujourd'hui. C'est typiquement là où nous, on s'est dit aussi qu'il y avait un besoin historiquement, c'est qu'en effet, pour un projet, la solution, elle est multiple, et être en capacité de valoriser correctement, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue financier, chaque façon, chaque méthodologie, c'est vraiment compliqué pour nos clients du quotidien, clairement. Et donc, mais ce qui est très intéressant pour moi, François, c'est qu'on voit à ce stade qu'il y a quand même beaucoup de solutions. Et ça, c'est vraiment clé, je pense, avec le développement, c'est que aujourd'hui, on arrive à trouver, dans beaucoup de cas, une solution, une façon de valoriser, voire 2 ou 3, qu'on va benchmarker par la suite, pour des cas atypiques. En effet, grosse capacité de production, petite consommation propre, petite capacité de production, gros besoin en termes de consommation. Et donc, on arrive à essayer de trouver des solutions et des projets qui correspondent aux besoins et qui sont sur mesure finalement par rapport aux besoins exprimés de départ, qui est souvent j'aimerais bien pouvoir faire du solaire chez moi. Et à partir de là, les solutions, la méthodologie et le projet final, ça peut vraiment être différent, et c'est là-dessus qu'on va faire du sur-mesure. Et on le voit, et c'est l'importance des études que l'on produit et que l'on apporte aux clients aujourd'hui. Là, ça se construit slide après slide, mais de la réglementation en passant par les financements, en passant par les contraintes environnementales et ici par les modes de valorisation, on s'aperçoit qu'à la fin d'une étude, les composantes environnementales sont prises en compte et les différents scénarios, et financiers également, et les différents scénarios sont construits avec le client. Et à la fin d'une étude photovoltaïque que l'on peut produire aujourd'hui, chacun de nos clients a cette possibilité de venir finalement choisir un scénario qui lui correspondrait plus, en fonction de sa capacité, en fonction de sa volonté, en fonction de la dynamique qu'il a envie de mettre en place sur son site. En fonction aussi des anticipations des conditions de marché, hein. On a vu que là, les prix de l'électricité, c'était quand même ont explosé, sont effondrés, alors toujours très très cher par rapport à ce qu'on connaissait historiquement. Avec François, ça fait très longtemps qu'on regarde les prix de l'électricité, donc on peut témoigner de ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi par rapport au contexte et aux anticipations des clients, finalement,
des consommateurs, il peut y avoir une stratégie qui peut être plus pertinente, soit une 3-4 ou une 5-6. Mais voilà. Mais dans l'idée, on va essayer de passer à ce que je vois que le temps passe. Et pour juste, je rebondis juste, mais en effet, il y a une composante qu'on a rajoutée, alors qui va disparaître dans les prochains, et qui sera remplacée par autre chose bientôt, mais notamment l'impact de l'installation d'une installation photovoltaïque sur les droits d'arène. Des choses qu'on a rajoutées dans nos BP et qui sont des connaissances mixtes qu'on a grâce aussi au sein d'ici du Mon Courtier Énergie, parce que ça permet justement d'évaluer un peu l'intégralité de ces valorisations. Ce qui a souvent été un frein d'ailleurs dans les dernières années finalement. C'était le côté un peu négatif du mécanisme d'arène, c'est qu'on se disait qu'on allait perdre des droits et que c'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Le contexte réglementaire va aussi changer a priori, enfin pas changer dans tous les cas. Après sous quelle forme on va voir, mais dans les prochains mois, et donc ce sera intéressant de voir aussi l'impact en effet de la nouvelle réglementation post-ARENH sur le potentiel des projets. Financement. Alors après, comment financer une centrale? En fait, il y a deux méthodes. On va dire il y en a d'autres, mais globalement, les deux grandes familles de financement, c'est d'un premier temps, c'est tout simplement ce qu'on appelle le projet clé en main, c'est-à-dire que je fais appel à un constructeur, installateur. Et là, je gère moi-même mon financement. Donc, je suis propriétaire vis-à-vis du réseau de cette centrale. Il faut avoir en tête qu'en face de nous, on a le code de l'énergie, le code des douanes, le code de l'urbanisme. Et donc, à partir du moment où on possède une centrale de production d'électricité renouvelable et qui est connectée en amont ou en aval du compteur d'électricité, donc du réseau public d'électricité, il y a des règles, il y a des réglementations, il y a des obligations. On ne fait pas n'importe quoi. On n'installe pas une centrale photovoltaïque dite en coucou, comme dit Enedis, sans avertir un gestionnaire de réseau public et sans lequel on doit pouvoir avoir une réglementation très stricte par rapport à cette centrale. Donc, dans ces cas-là, plusieurs types de contrats qu'il faudra mettre en place. Un contrat de construction, ou ce qu'on peut appeler aussi un contrat de conception-réalisation ou de maîtrise d'œuvre. Derrière, un contrat d'exploitation, maintenance, supervision pour gérer la centrale. Un contrat de gestion administrative et financière, ou du moins avoir ce volet gestion administrative et financier intégré en interne. Derrière, il faudra intégrer la centrale photovoltaïque dans un programme assurantiel. Programme assurantiel qui reprend la décennale du constructeur et puis qui derrière vient se transformer en multirisque exploitation et perte de revenus. On va devoir avoir un financement. Alors, on peut ne pas avoir de financement si on a une capacité de trésorerie importante et on peut financer ça sans problème sur fonds propres. Mais aujourd'hui, le photovoltaïque est quelque chose qui se finance très bien en financement de projets sans recours. Donc, côté bancaire, en fait, aujourd'hui, toutes les agences régionales, toutes les banques nationales, tous les mutualistes ont des départements qui sont spécialisés sur le financement de projets ENR. Donc, vous pouvez étudier avec eux un projet de financement. Là, globalement, aujourd'hui, les répartitions entre les dettes et les fonds propres sur un financement de projet ENR, c'est 80-20, 90-10 si le projet est bien développé. C'est-à-dire que le banquier demande entre 10 et 20% de fonds propres à apporter sur un projet à financer. Donc, quand vous avez un projet à 500 000 euros, vous allez avoir 50 000 euros de fonds propres, entre 50 et 100 000 euros de fonds propres à apporter. Et le reste se finance par du financement bancaire sur des durées de 15, 17, 18, 20 ans. On va même parfois au-delà. On a fait chez Sioussen des financements à 23 ans. Donc, côté financement bancaire, aujourd'hui, on a une certaine, on va dire, maturité de projet. Et puis, on peut également intégrer du financement participatif. On l'a vu pour certaines entreprises qu'on accompagne, avec qui on a monté le projet. On a même des entreprises qui se sont dit, voilà, moi, je suis multi-site, j'ai plusieurs actifs solaires à déployer. Ce qui m'intéresserait, c'est de faire du participatif avec mes salariés, par exemple. Ou de faire du participatif avec mon territoire. Proposé quand je suis un Leclerc ou un supermarché et que j'ai envie de rendre mon site un peu plus intégré dans son territoire. On parle notamment des CDAC sur des extensions, des choses comme ça. J'ai besoin de rendre un peu plus dynamique mon approche avec le territoire. Faire qu'un bout de l'électricité que je produise, au capital, on peut avoir du participatif citoyen local. C'est des choses qui rendent l'acceptabilité non seulement du photovoltaïque, mais également du site hébergeur un peu plus dans son territoire. Donc ça, c'est vraiment un projet clé en main. On va plutôt avoir, et on le verra après par des exemples, ces approches-là qui vont plutôt se faire sur des propriétaires occupants. Et donc, je suis un industriel, je consomme de l'électricité, j'ai plutôt à vocation à faire ça. Mais si toutefois, je n'ai pas l'envie de faire le financement, pas la capacité, pas la surface financière ou pas tout simplement la volonté stratégique, de par le fait que je ne veux pas m'engager et ce n'est pas mon métier de faire ce genre de projet, on fait appel à ce moment-là à un producteur, ce qu'on appelle un tiers investisseur,
Et là, donc, dans ce cadre-là, en règle générale, le mécanisme est plus simplifié, on va dire, c'est que vous allez mettre à disposition, l'entreprise ou la collectivité va mettre à disposition le lot volume occupé par les panneaux solaires, donc le survol du toit, le survol d'un parking, le survol d'un espace au sol. Ce bail, c'est plutôt une durée longue. On va financer, on va mettre en place les montages de projets plutôt sur une trentaine d'années. En contrepartie de ça, on va verser un loyer pour l'occupation du foncier. Le mégawatt produit à ce moment-là va soit être injecté dans le réseau et on pourra mettre par exemple une autoconsommation collective. On reprend les 7 schémas qu'on a montrés tout à l'heure et on déterminera ce qu'on fait du mégawatt. Donc, il pourra être partagé à l'échelle du quartier, mais il pourra aussi être mis à disposition en autoconsommation individuelle. Donc, on a tendance à dire que quand on a du tiers financement avec de l'autoconsommation individuelle, côté rachat d'électricité, on va plutôt demander un engagement aux consommateurs de racheter l'électricité. Donc, il va falloir avoir, côté consommateur, une vision sur le moyen et long terme sur le rachat de cette électricité. Et quand on est dans une logique d'autoconsommation collective, là, on a plus de souplesse et donc on peut entrer et sortir du périmètre de l'autoconsommation quand on veut. Et donc, c'est par exemple un corollaire de ce que disait tout à l'heure Charlie sur la partie arène et achat d'énergie. C'est là où, par rapport à votre stratégie d'achat d'énergie, il faut réussir à trouver le montage photovoltaïque qui soit le plus adapté aussi et le plus souple, avec le plus d'agilité pour pouvoir éventuellement changer votre fusil d'épaule. Si dans 3, 4, 5 ans, par exemple, vous achetez une énergie beaucoup plus basse que ce que produit le photovoltaïque, va avoir cette agilité de pouvoir sortir de vos contrats. Et donc, c'est ce qu'on va regarder en tant que tiers investisseur. Et en tout cas, c'est le modèle qu'on va pouvoir porter plus facilement quand on est tiers investisseur. Quand vous êtes en clé en main, vous avez fait l'investissement. Et donc là, mécaniquement, par le fait que vous êtes propriétaire de la centrale, vous devez gérer ce sujet-là, même si vous pouvez toujours faire appel à des sociétés comme nous. Vous êtes plus en responsabilité sur le volet producteur. Donc, vous devenez vraiment opérateur pur et dur de votre centrale photovoltaïque. Le parcours est en 2 étapes. Quand on a un projet chez Siouson, c'est dans un premier temps, vous allez nous envoyer vos surfaces. On va faire un premier brief ensemble sur l'implantation des sites concernés. Quelle surface vous avez en exploitation, en location ou en pleine propriété. On va étudier, nous, du coup, le volet technique. On va dimensionner un projet. On va ce qu'on appelle calpiner une centrale photovoltaïque. Toiture, sol, ombrière, voilà, tous les supports qu'on va imaginer. On va regarder vos points 10 minutes, donc ça s'appelle c'est la consommation électrique de votre site, c'est-à-dire qu'on va interroger à votre compteur l'électricité et on va la faire matcher par rapport à une courbe de solaire qui va nous permettre de dimensionner finalement des puissances photovoltaïques par rapport à votre besoin électrique du site et donc après de pouvoir projeter des montages de projets et de vous proposer un business plan, c'est-à-dire de dire, voilà, par rapport à votre consommation, par rapport à votre stratégie d'achat, par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et par rapport à ce qu'on voit, nous, en photovoltaïque, on vous propose tel type de montage. On va y associer un business plan, et puis avec vous, derrière, vous allez, entre guillemets, choisir le bon projet, le bon installateur. En tout cas, on espère Siouson, mais vous allez pouvoir, en tout cas, avoir suffisamment d'outils ou d'aide à la décision de votre côté, donc pour ne pas repousser, en fait, éternellement votre décision, mais vraiment tout de suite mettre les projets sur les bons rails. C'est-à-dire qu'en ayant étudié vraiment les différents cas de figure et puis le profil de votre société ou de votre collectivité, c'est de dire, voilà, moi, par rapport à mon profil, globalement, en ayant travaillé un petit peu le projet, c'est ce genre de montage-là ou c'est celui-ci qui semble le plus approprié. Et donc, l'acte de décision, il est aussi beaucoup plus simple à partir du moment où on s'est vraiment posé les bonnes questions dès le départ du projet et on n'est pas parti dans une logique d'achat de panneaux et de négociation sur le bout de câble ou sur le disjoncteur qui viendra, parce qu'en fait, finalement, le sujet n'est pas vraiment sur le prix de panneau, c'est un élément, mais c'est ce qui est à prendre en compte, c'est l'écosystème dans lequel je développe le projet, la stratégie à moyen et long terme, que ce soit en achat d'énergie, en sourcing. Et donc, c'est vraiment cette première étape de projet, de parcours qu'on vous propose, d'essayer de le faire à vos côtés pour tout de suite être dans une logique de massification, en fait, et de pas être dans une éventuelle idée qui sortirait dans 4-5 ans. Voilà. L'objectif, c'est de mettre tout de suite des projets opérationnels, massifiables et qui peuvent être en service finalement sous 6 mois assez rapidement.
C'est important ce que tu dis là, François, parce qu'en effet, et on le voit sur toutes les études que l'on produit en amont auprès de nos clients, cet acte de décision, il comprend une composante technique, une composante financière, une composante réglementaire, une composante environnementale. Et le besoin d'avoir la grille de lecture correcte pour prendre la bonne décision, elle est importante. Le passage à l'acte, on le voit, hein, une fois qu'on finit un audit, il y a un moment de réflexion, de maturation du projet, de compréhension globale de ce qui a été présenté. Et parfois, il peut y avoir des contraintes réglementaires à figer, il y a des contraintes financières également à solutionner. Et on le voit que on peut pas, alors on peut, mais c'est compliqué d'être tout seul et au vu de la complexité de ces projets-là. Donc, en effet, comme tu le dis, hein, bien dimensionner son projet, bien définir les scénarios, bien comprendre également l'impact. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais le prix des panneaux, mais nous, sur les différents business plans que l'on produit ou les différentes études que l'on produit, on montre la part du coût du module ou des modules dans le coût global du projet. Et on s'aperçoit parfois que c'est pas ce qui est le plus élevé dans le projet. Et donc, du coup, finalement, changer de typologie de panneaux, aller sur des panneaux qui sont peut-être plus chers et qui réduire, mais qui permettraient d'avoir de compenser d'un autre côté, c'est des choix qu'aujourd'hui nos clients commencent à faire de plus en plus. J'en profite, Baptiste, du coup, je commence à répondre aux questions au fil de l'eau, tu vois, comme on approche de la fin, mais il y avait une question qui était, avez-vous des données sur le bilan carbone d'une installation solaire photovoltaïque, notamment si les panneaux viennent de Chine? Pour répondre à... Alors, dans toutes les études que l'on produit, en effet, on fait aujourd'hui on fait une étude financière, une étude carbone du projet. Dans la réduction carbone, finalement, et de l'autoconsommation, qu'est-ce que ça va réduire dans le temps, et également de l'impact du projet proprement dit. Et avec l'idée pour 2024 de rajouter d'autres sources de pollution sur ce business plan et d'aller vers d'autres choses que le carbone ou l'intensité carbone des projets. Donc pour répondre à Richard, c'est des choses qu'on fait dans les analyses en effet, puisque malgré ce qu'on pense, c'est un peu le propos de François et de Baptiste, c'est pas forcément le prix du panneau qui est le plus impactant d'un point de vue budgétaire. Et donc les arbitrages entre la provenance ou la qualité, enfin en tout cas la provenance des panneaux, ça peut être des arbitrages qui sont pas forcément si complexes à faire. Voilà, pour choisir des origines un peu plus locales, on va dire ça. Oui, et puis donc le poids carbone, hein, c'est toujours un élément de comparaison. Donc c'est à quel bilan carbone on se compare, et aujourd'hui il faut se comparer au mix européen. Et aujourd'hui dans le poids carbone du kilowatt crête au niveau européen, il n'y a pas photo, c'est un retour carbone à moins de 2 ans en fait, hein, sur le panneau solaire installé. C'est sûr que si vous vous comparez que au mix français, qui est à la base très décarboné parce que vous avez le nucléaire qui est en place, on a un poids carbone qui est différent. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le mix, il est européen. On se revend de l'électricité, on s'en échange. Donc, c'est contre-indicatif de se comparer au mix français. Et après, vous avez l'ACV. Pardon, excuse-moi, François. Vas-y, finis. Non, après, vous avez l'ACV en lui-même du panneau. Et sur l'ACV en lui-même du panneau, aujourd'hui, c'est vrai que le transport asiatique, notamment, enfin le transport maritime notamment, fait que le poids carbone du transport maritime est intégré dans le calcul de l'ACV. Et aujourd'hui, tout ce qui rentre dans un conteneur, ça ne s'arrête pas au panneau solaire. On fait un gros focus sur le panneau solaire qui vient d'Asie, mais tout vient d'Asie, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos smartphones, nos écrans télé, et on ne se pose pas les questions pour tous ces sujets-là. Et malheureusement, l'industrie européenne a délaissé le sujet. Alors après, on a des projets de réindustrialisation en France de panneaux. On a le projet Carbone à Fos-sur-Mer, on a le projet Holosolis à Sarreguemines, mais ça nécessite que l'Union européenne s'organise autour d'une planification et d'un soutien massif à l'industrie pour pouvoir encadrer ça, parce qu'en face, vous avez des gigafactories de fabrication de panneaux qui mettent beaucoup de moyens, de la R&D et de la fabrication en série. Donc, on a la loi de Moore qui s'applique. Et si le photovoltaïque est aujourd'hui compétitif, c'est aussi parce qu'il y a eu des usines à mettre en œuvre ce genre de projet. Donc voilà. Donc, le bilan carbone se regarde par rapport à un mix européen et se regarde dans un dimensionnement de complet de projet. Pour rejoindre ce que disait Baptiste, il faut absolument pouvoir vraiment le comparer et le pondérer, quoi, en fait. Je l'ajoute une toute petite chose parce qu'on a un peu modifié nos BP carbone ces derniers temps, notamment sur la partie sur le mix énergétique français. C'est qu'en effet, on avait tendance, et on a vu beaucoup d'études à comparer avec le mix énergétique français, mais si on reprend le deuxième slide que l'on avait dans la présentation, 1 mégawatt produit se substitue à 1 mégawatt de fioul ou de charbon.
Et donc, du coup, c'est pas sur le mix qu'il faut venir vraiment évaluer la chose, c'est vraiment sur ce à quoi ça se substitue. Exactement. Je vous fais passer sur la deuxième étape, messieurs, parce que je vous connais très bavard, tous les deux. Après la deuxième étape, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est déterminé ensemble un montage de projet et que vous avez un peu arrêté de ce que vous voulez faire sur vos sites, derrière, c'est plus classique, on va dire, c'est opérationnel, c'est-à-dire signature d'abail d'un devis, mise en place du financement, donc de notre côté ou du côté du client. On accompagne également nos clients à faire leur financement, obtention des autorisations, mise en place des contrats de vente d'électricité ou mise en place des contrats de construction, construction de l'ouvrage et mise en service et exploitation. Donc c'est relativement simple, hein. C'est sur le papier une première période d'étude de projet et de montage, une deuxième période plus, on va dire, opérationnelle. On a coutume de dire chez Sioussen qu'en 6 mois, vous pouvez voir un projet sorti de terre. Bon, dans les faits, on va plutôt être sur le temps de décision, le temps d'analyse, on est plutôt sur du 8, 10, 12 mois. Mais c'est vrai qu'on a eu des projets très stress qui arrivent chez nous. Un architecte qui a informé son client au dernier moment que l'extension de son usine, il fallait du panneau, etc. Et donc, on revient sur le dossier et puis très rapidement, on peut se mettre en œuvre à partir du moment où les choses sont claires et sont mises dès le début sur les bons rails, on va dire. Donc, voilà. Et puis après, des projets de territoire. Donc, il y a pas mal de questions et on va peut-être les venir là-dessus au fil de l'eau. Mais là, par exemple, un cas client numéro 1, un site industriel en autoconsommation, 2 ombrières sur le parking. Donc là, pour le coup, on va plutôt être dans une logique d'autoconsommation individuelle et donc on va pouvoir regarder la consommation. Le propriétaire occupant va pouvoir acheter la production de la centrale et va pouvoir s'acheter sa centrale photovoltaïque. Et là, il va autoconsommer la partie, c'est ce qu'on appelle ACI, autoconsommation individuelle. Et puis le surplus, il va pouvoir le revendre au réseau avec un prix de rachat fixe pendant 20 ans. Le type de financement là-dessus, on va être en clé en main. Donc c'est plutôt un profil de propriétaire occupant. À titre d'exemple, on va être sur quelque chose comme un siège d'entreprise. On a fait par exemple le siège des banques populaires à Rennes, côté du Grand Ouest, et on est en train de faire celui de Nantes. Et donc là, pour le coup, les 200 places de parking solarisées apportent 30% de la consommation annuelle du site et donc effacent 30% de la consommation qui vient du réseau. Et donc là, le client final, qui est les banques populaires, ont investi eux-mêmes dans leur centrale photovoltaïque, autoconsomment cette électricité et ça représente 30% de la consommation du site. Et l'électricité qui est produite, et par exemple le week-end où il y a moins de monde dans le siège, donc une consommation électrique qui est moins forte, l'électricité est vendue dans le réseau en surplus et est rachetée par EDF obligation d'achat dans le cadre de cette revente. Et donc là, on observe des TRI donc des retours sur investissement qui vont dépendre, on va dire, du coût auquel achète l'électricité le site. Donc, minimum de 15 ans de retour sur investissement, mais aujourd'hui, avec les prix de marché, on a vu des projets qui sont revenus avec des rentabilités à moins de 5 ans, 6 ans pour certains, parce que vous avez malheureusement eu des coûts d'électricité qui ont parfois flambé sur le réseau. Et donc, ce qui est intéressant dans ce cas de figure-là, c'est que quelqu'un qui rentre dans cette démarche-là se dit, moi, de toute façon, ma production d'électricité que je peux mettre en place sur site, c'est une électricité qui est résiliente, quoi. En fait, elle est là, elle est fixe, elle est stable. On a un coût de fabrication finalement qui est très linéaire. On n'a pas de problématique d'intrant, pas de problématique de sortie. En exploitation, c'est léger. Et donc, en fait, on se dit, déjà, à minima, en mettant ça, je couvre, entre guillemets, je me hedge une partie de ma consommation d'électricité sur le réseau. Donc ça, c'est une première approche qu'on peut mettre en place. Si je peux compléter sur celui-ci et si je peux accompagner notamment sur la réflexion du client qui a eu autour de ce projet-là, c'est que sur les premières études qui ont été faites, le client s'est rendu compte qu'il y avait un TRI qui était très faible et donc un taux de retour sur investissement qui était très élevé. Et là, le client a décidé que finalement sur ce taux d'investissement, c'est pas son outil de production principal, l'électricité. Alors, on peut choisir d'avoir un taux de rentabilité très élevé et de se tenir à ça. Là, le client a décidé de renouveler ses parkings, de mettre un architecte, de développer l'infrastructure de ses parkings et de son site. De manière, il a également choisi des différents composants environnementaux qui étaient plus compatibles à sa politique RSE, parce que l'on parle d'une politique RSE et ISR forte. Et donc, du coup, finalement, le TRI final a augmenté un petit peu. Mais le projet, finalement, a été, dans sa globalité, complètement maîtrisé par le client. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'une fois que les scénarios sont faits, des choix différents ou des choix alternatifs peuvent être pris. Ok. Le deuxième cas qu'on pourrait voir, c'est un projet. Donc,
On vient de réaliser la salle de spectacle de Gradignan à côté de Bordeaux. Donc là, pour le coup, la salle de spectacle ne consomme pas une électricité avec un talon de consommation fort parce qu'elle dépend de quand il y a un événement dans la salle de spectacle. Donc c'est hyper fluctuant et c'est souvent le soir, c'est souvent des événements où il n'y a pas forcément de production solaire. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur l'opération? Siouxson a tiers investi l'opération, donc on a financé la centrale, on l'a raccordée sur le réseau Enedis et on a mis en place une autoconsommation collective à l'échelle du quartier, c'est-à-dire qu'autour de cette centrale, d'ici 6 mois, le temps que ce soit en service côté Enedis, les consommateurs qui se situent dans un rayon de 2 km autour, entreprises, particuliers et autres, peuvent racheter l'électricité produite par cette centrale par un partage d'électrons. Et ce qu'on a fait avec la ville de Gradignan, c'est qu'on a signé un bail avec elle, une convention d'occupation temporaire. Donc la ville n'a strictement rien dépensé. Siouxson a tout financé la centrale par le montage de contrats d'achat et l'autoconsommation collective. Et la collectivité perçoit un loyer en plus pour l'occupation du foncier. En complément de ça, on y a installé des bornes de recharge pour véhicules électriques qui vont être exploitées et maintenues par Siouxson. Et donc, en fait, d'un parking public qui était nu, sans végétalisation, sans arbres et autres, qui aujourd'hui, en autoconsommation sur une salle, si on avait regardé juste la consommation par rapport à la production, on aurait mis finalement 10 kW de panneaux. Là, en fait, finalement, le parking devient producteur à l'échelle du quartier. Le financement est externalisé, donc il n'y a pas d'endettement sur le sujet, il n'y a pas de mécanisme de surendettement pour le client ou pour la collectivité. Et donc, on a un partage d'électrons à l'échelle du quartier et le projet est vertueux. Et en plus, en aménagement, on y intègre des bornes de recharge qui vont servir les usages du site. Donc, voilà un autre type de projet qu'on peut mettre en place et qui, pour le coup, se fait très vite parce que Siouxson, ce genre de projet, c'est une dizaine par semaine qui sortent de terre. Donc, le tiers financement est un modèle qui s'applique à beaucoup de cas de figure, notamment quand on n'est pas forcément propriétaire de son site et qu'on est exploitant ou locataire ou qu'on n'a pas forcément une consommation qui entraînerait l'ensemble de la consommation de la production d'électricité sur place. Et ça, c'est une réalité, ce que tu dis, François, aussi. Je compléterai et je dirai merci juste après, Charlie, promis. Non, pas merci, parce que je veux passer aux questions. Je vois que les questions qui s'empilent, tu vois. Non, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'avec ces contraintes réglementaires, c'est-à-dire que même s'il y a une obligation à se mettre en place, même s'il y a différentes décisions qui doivent être prises, on peut trouver des solutions mixtes, on peut trouver des solutions d'investissement, de tiers investissement. Et ça fait toujours partie de ces scénarios à dessiner avec votre stratégie sur vos différents sites et vos différents lieux sur lesquels il faudra ou il faudrait mettre en place ce type de projet. Alors, sur les questions, si vous voulez, j'y vais parce que je pense qu'il ne faut pas trop tarder. Ouais, c'est parti. Allez. Alors, c'est parti. J'ai fait la première de Richard, là on est sur celle de Ludovic. Pourquoi, bonjour, la loi d'accélération NR, c'est pour les parkings existants également? La réponse est oui, parking neuf et parking existant, privé, public. Donc à partir de 2026, on attend les décrets d'application, mais globalement, à partir de 2026, tous les parkings de plus de 10 000 m² qui seront concernés, 400-500 places. Et donc vous aurez l'obligation d'avoir 50% de ces emplacements qui soient au moins solaires. Donc il y a plusieurs cas d'exemption qui vont avoir lieu, mais globalement, ils seront précisés dans les décrets d'application. Mais les parkings à partir de 2026 de plus de 10 000 m² sont concernés. Et à partir de 2028, tous les parkings de plus de 1500 m², donc il y a eu un débat, est-ce que c'est la place, est-ce que c'est le mètre carré? Donc c'est à partir de 80 places, à peu près 1500 m² pour 50% en obligation de solarisation. Alors pourquoi cette réglementation rapidement? C'est parce qu'en fait, avec un parc électronucléaire à l'arrêt, c'est-à-dire qu'on ne produisait que 25%, il n'y avait que 25% du parc pendant plus d'1 an et demi qui tournait, l'État s'est rendu compte de son, on va dire, inertie de décision et de programmation sur le mix de production électrique depuis 30 ans. Et donc, il faut mobiliser du gisement. Et une des capacités à mobiliser du gisement de production d'électricité, c'est de travailler les parkings, c'est de travailler les toitures, donc les différentes réglementations que vous avez vues tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que le parking est rapidement mobilisable, d'où cette loi d'accélération des ENR et dont l'argument, enfin, je dirais, l'action vraiment phare dont tout le monde a parlé, c'est ça. Et effectivement, les parkings existants sont concernés. Et pour compléter, c'est l'esprit de la loi, il est d'utiliser les parkings, il est qu'on est sur des surfaces imperméabilisées déjà.
Et donc, du coup, d'être et donc finalement, ne pas venir imperméabiliser d'autres surfaces et utiliser des surfaces déjà imperméables. C'est pour ça qu'il y a une extension qui est possible sur la désimperméabilisation, c'est-à-dire pas faire forcément du photovoltaïque, mais derrière de venir créer des espaces désimperméabilisés. Mais en effet, l'esprit là, c'est de venir créer un actif supplémentaire, de l'électricité supplémentaire, un peu plus d'autonomie dans les territoires et utiliser des espaces disponibles. Baptiste ? Oui. Quid des subventions sur le solaire en autoconso ? Quid des subventions avec revente ou stockage virtuel ? Non, Baptiste ou François, peu importe. Ouais, c'est large, mais essayez d'être succinct, juste pour qu'on puisse répondre à tout. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de subvention. Vas-y, François. Ouais, il n'y a pas de subvention à proprement parler sur le photovoltaïque, dans le sens où il y a des contrats d'achat qui sont là pour pouvoir aider. Le contrat d'achat est considéré vis-à-vis de l'administration comme étant une aide, c'est-à-dire le fait que si vous n'autoconsommez pas l'électricité produite, vous pouvez bénéficier d'un contrat de revente du surplus où on vous rachète l'électricité que vous n'autoconsommez pas. Vous pouvez aussi avoir une prime à l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous optionnez au moment de la mise en service de la centrale pour la prime, vous bénéficiez d'une subvention pour les petites centrales qui vous est versée l'année 1 et puis après un reliquat pendant les 10 prochaines années. Donc, il y a ce genre de mécanique-là. Mais la plupart du temps, c'est via le contrat d'achat qu'on va pouvoir avoir une subvention. On pourrait avoir d'autres méthodes à travers des contrats de performance énergétique, des choses de ce type-là. Quand vous rénovez des patrimoines, vous pourrez intégrer du photovoltaïque. Mais globalement, l'État ne veut pas l'empilement des subventions et considère aujourd'hui que les contrats d'achat sont déjà un moyen de venir aider au financement de ce genre de projet et d'avoir une subvention associée. Et après, région par région, vous allez retrouver des fédères, des conseils régionaux qui développent quand même des poches de subventions par-ci, par-là, qui peuvent venir aider un peu au désamiantage. On a vu des choses se faire en Auvergne-Rhône-Alpes avec une aide au désamiantage. Si vous mettiez du photovoltaïque sur votre toiture, on venait en plus abonder par du désamiantage. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, mais ça a très vite été souscrit en termes de subventions. Donc, on va dire, c'est par poche et c'est par décision un peu fédère sur les régions. Ouais, mais du coup, ça répond aussi à la question de Jonathan, là. C'est, en effet, quand on monte les dossiers, on regarde s'il n'y a pas des aides supplémentaires au niveau régional et national. Donc, c'est bien, tu as répondu en même temps à l'autre question auquel même moi, j'aurais pu répondre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment qu'il y a un tarif de rachat national, en effet, les subventions nationales disparaissent. En effet, en revanche, sur les scénarios, il peut y avoir de l'autoconsommation stricte, il peut y avoir des centrales au sol qui ne sont pas éligibles au tarif de rachat. Et dans ce cas-là, localement, nationalement et même, enfin, on peut retrouver différents mécanismes. C'est un peu une recherche de fourmi au démarrage d'un projet, d'aller voir localement ce qui est disponible ou non. Une petite question sur l'autoconso collective. Est-ce que les membres du collectif payent le TURP et la TICFE en réalité, mais c'est pas grave, sur les électrons? Oui, la réponse est oui. En fait, effectivement, une autoconsommation collective, c'est un partage d'électrons, mais en passant par le réseau. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle Enedis soutient beaucoup ce genre de montage, parce qu'en fait, c'est turpé. L'assise, on paye les assises, etc. Donc, effectivement, quand vous injectez de l'électricité dans le réseau et que cet électron, vous créez une autoconsommation collective autour, il faudra vraiment se comparer à un prix complet, c'est-à-dire avec l'ensemble des taxes associées, parce que l'électron passera et transitera par le réseau. Donc oui, il y a toujours ça. Il y a une discussion pour avoir une TICFE ou une assise réduite. Bon, pour le moment, elle n'est pas encore là. Par contre, l'avantage de l'autoconsommation collective dans les montages, notamment avec un contrat d'achat, c'est qu'on n'est pas obligé de vous demander en tant qu'autoconsommateur une durée d'engagement. Nous, en tant que financeur de la centrale, on va se garantir par le contrat d'achat. Et si on n'a personne dans le périmètre d'autoconsommation collective, parce que personne n'est intéressé pour acheter l'électricité au prix qu'on propose, eh ben, il n'y a personne dans l'opération et on vend tout à EDF obligation d'achat et on a calé notre financement sur cette base-là, sur ce plancher. Si par contre, vous avez la volonté d'autoconsommer et s'il y a des autoconsommateurs qui sont intéressés au prix en intégrant le TURP et la TICFE, et ben à ce moment-là, vous êtes libre de rentrer dans le périmètre de l'autoconsommation collective et d'acheter les LEC. Ça veut dire quoi sur votre facture d'électricité? Ça veut dire qu'en tant que consommateur, si vous rentrez dans le périmètre, vous aurez de votre fournisseur venant du réseau un X kWh moins X kWh solaire et vous aurez de la part du producteur d'électricité un plus X kWh solaire au prix que vous avez défini avec lui. Donc, vous avez, entre guillemets, deux fournisseurs d'électricité, un venant du réseau qui vous assure votre fourniture complète et puis un venant de la production locale sur laquelle vous avez souscrit et sur lequel vous pouvez entrer et sortir du périmètre de l'autoconsommation collective quand vous voulez. Donc, ça vous assure une capacité à finalement vous dérisquer sur une partie de votre facture d'électricité
sans en avoir à faire l'investissement. Très bien, je vois l'heure passer. Est-ce qu'il y a une autre question auquel, si vous scrollez, on répondra individuellement à ceux à qui on n'a pas répondu, mais s'il y a un sujet qui vous semble, Baptiste ou François, on va dire. Ouais, Il y a des questions sur les projets précis. Celle de Jean-Charles, c'est typiquement, on a un projet pour une habitation, combien de temps, quel est le ROI, c'est typiquement l'objet des études et des analyses en amont. C'est difficile de vous répondre comme ça, et c'est vraiment là où on voulait sensibiliser aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de réponse toute faite et il faut vraiment étudier les projets pour prendre les bonnes décisions. Mais il y a peut-être des choses qui sont plus larges, François, Baptiste. Ouais, rapidement, je vois sur le toiture, différence de capex, de coûts entre toiture et ombrière. Ouais, le x2. Alors oui, ouais, alors, je vois pas forcément les questions. Ouais, non, mais c'est important de donner la vision. Effectivement, si vous prenez une toiture qu'on appelle PV ready, c'est-à-dire prête à recevoir le photovoltaïque, et que vous la comparez à une ombrière, effectivement, vous avez un rapport, alors peut-être pas de 1 à 2, mais pas loin, parce qu'en fait, une ombrière, vous devez payer des fondations, une structure primaire, etc. Donc, effectivement, le coût est plus important. Mais des toitures PV ready ne sont réelles que quand on est sur du neuf ou sur de la rénovation lourde. Donc, sur le patrimoine existant, quand vous voulez vous poser vos panneaux sur du patrimoine inexistant, vous avez mécaniquement des surcoûts de rénovation d'étanchéité, de renforcement de charpente, qui finalement rapprochent les deux, quoi. Donc, globalement, il faut vraiment essayer d'étudier le projet avec le coût complet et pas comparer des choses pas comparables. Bâtiment de France. Tu peux compléter ce que dit François. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, je sur les toitures. Ah, pardon, vas-y. Baptiste, vas-y, Baptiste. Non, mais sur les toitures, c'est ça. Il y a également en effet, quand on parle notamment, on pose des critères tertiaires sur l'isolation par les toits et par l'extérieur, on va se retrouver avec des toits végétalisés, avec des panneaux solaires différents également. Et en effet, c'est des coûts qui sont bien supérieurs à ce qu'on peut imaginer et comparer aujourd'hui. En effet, il y a la structure dans une ombrière, il faut imaginer également la rénovation dans le toit. Donc c'est et je sais peut-être que tu as une indication, mais sur le nombre de projets toiture qui vont pas jusqu'au bout à cause de la toiture justement, t'as peut-être un chiffre toi à montrer, mais je pense que c'est pas systématique qu'on puisse faire un projet PV sur une toiture. Aujourd'hui, c'est plutôt 9 projets sur 10 qui ne se font pas sur de la toiture existante parce que charpente trop faible, étanchéité trop compliquée ou travaux de rénovation de la toiture plus lourdes que si on faisait une ombrière. Donc c'est aussi pour ça que l'ombrière fonctionne bien, c'est qu'elle est finalement parfois plus faisable qu'une toiture ancienne ou neuve qui n'aurait pas été suffisamment dimensionnée. Donc voilà, après, c'est aussi un sujet de développement. Hein, c'est-à-dire que nous, on le voit, si vous faites tout vous-même et que vous devez aller trouver votre bureau de contrôle, votre bureau d'études structure, votre architecte, votre maître d'œuvre, etc., vous allez prendre des empilements de coûts à différents endroits et dans la réalisation également, et le projet va s'envoler en termes de facture. Parce que si vous faites appel à un développeur qui est organisé pour étudier une étude de structure, pour pouvoir faire lui-même les travaux de rénovation, etc., vous avez des mécaniques qui vont être beaucoup plus fortes côté développement que si vous êtes seul. En fait, encore une fois, c'est chacun son métier. Et pour le coup, les développeurs photovoltaïques, en tout cas CiUsun, c'est organisé pour pouvoir massifier ça. Donc, on a plus de chances de faire une toiture existante avec CiUsun que si on l'a fait, entre guillemets, seul de son côté. J'ai vu une question sur Allez, c'est la dernière, François. OK, sur les bâtiments de France. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Saint-Malo, pour ceux qui connaissent et qui viennent un peu en vacances, à Saint-Malo, vous avez Intramuros, donc vous avez les remparts Vauban. On travaille actuellement un projet sur le terminal du Nez qui sont les départs des ferries pour aller en Angleterre. Et donc, les voitures sont en attente. Et donc, on a échangé avec l'ABF parce que pour le coup, là, vous êtes en co-visibilité permanente avec les ABF. Et même une ombrière photovoltaïque sur ce genre de patrimoine assez majeur et remarquable, on avait réussi à faire accepter le projet par les ABF. Donc, après, chaque ABF c'est un peu de l'intuitu personnel. Hein, donc, vous avez des ABF qui, site par site, vous devez avoir des discussions. Ce qu'ils demandent aujourd'hui en ABF, c'est d'avoir une unicité de couleur entre la structure panneau et l'ouvrage sur lequel on intègre. Donc, quand on fait une ombrière, on va travailler un thermolacage et des panneaux qui sont d'une même couleur pour pouvoir vraiment avoir une unicité de couleur. On va intégrer des bardages bois. On va travailler sur des structures mixtes bois-acier. Et donc, ça fonctionne bien. Sur les toitures, aujourd'hui, en déclaration préalable, à part sur des villages qui ont été protégés, qui ont un caractère majestueux et qui ont été protégés, les Baux de Provence, des choses de ce type-là, qui sont vraiment dans des logiques de villages majeurs, là,
c'est plus compliqué de venir travailler. Mais sur une majeure partie de maisons, de lotissements et de pavillons aujourd'hui en France, que ce soit sur du tuile ou de l'ardoise, vous savez faire du photovoltaïque sans contrainte liée aux ABF. C'est beaucoup moins un problème que ça l'était il y a 10 ans. On a beaucoup plus de l'ordre des architectes d'ouverture aujourd'hui. On va dire les chakras se sont ouverts. C'était un peu l'acceptabilité au départ qui s'améliore aussi, ce que disait Baptiste en intro. Bon, messieurs, merci. Merci à François surtout de ton intervention. C'est toujours un plaisir. Je me doutais qu'avec vous deux, on allait dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. On avait pas mal de questions très intéressantes. Encore une fois, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Et donc, merci à tous les deux et puis à bientôt pour une nouvelle session du webinaire. Merci, messieurs. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.